Alors, je vais y aller de manière plus formelle. Alors, pour répondre à une des questions qui avait été posée, mais quand est-ce que vous prenez du répit, vous, les intervenants de proximité? Alors, c'est un peu cette idée de parler des espaces de formation, les espaces réflexifs pour penser la pratique, mais c'est pas vraiment du gros répit, là, mais au moins, ça donne un peu d'espace pour penser l'action. Donc, je vais utiliser ma petite manette. Vous savez déjà qui je suis. Voilà. Alors, petite mise en contexte, pourquoi je suis ici. Christelle de Répit Providence m'a invitée. En fait, je vais vous montrer un petit peu notre parcours et ce qui fait en sorte qu'on se rencontre aujourd'hui. Christelle, je la connais depuis 2015. En fait, depuis 2012, il y a l'ancrage territorial dans Hochelaga, Maisonneuve et Centre-Sud d'un projet de formation continue. Donc, c'est l'initiative de la ruelle de Hochelaga qui a demandé du soutien clinique à la professeure Suzanne Mongeau, qui était alors pivot en intervention avec les familles. Suzanne Mongeau, n'étant pas très à l'aise avec une posture très hiérarchique, a plutôt dit, oh, on va faire quelque chose inspiré du co-développement, mais plus genre approche systémique, narrative. Et elle a élargi le projet aux organismes communautaires du territoire. Moi, je suis arrivée en 2015, un peu héritière de sa transmission, pour dire, ah, ce serait intéressant que tu continues d'animer des groupes de soutien clinique aux intervenants. Et il y avait plusieurs partenaires. C'était intimidant. Deux centres de pédiatrie sociale, Centre-Sud, Hochelaga Maisonneuve, La Relance Jeunes et Familles, Répit Providence et Mère avec pouvoir qui s'est joint à nous. Et il y a quelqu'un qui a dit, c'est vraiment intéressant ces espaces de formation partagés. Ce serait vraiment intéressant que quelqu'un écrive là-dessus. Et là, moi, j'ai dit, justement, je suis en quête de trouver ma place dans ce groupe. Alors, j'ai dit, ah, mais je pourrais faire un doctorat et je vais faire une démarche collaborative, donc une démarche de recherche, formation. À ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était moi non plus. Je l'ai trouvé un peu plus tard. Donc, ça a été notre méthodologie. Et ensemble, ce qu'on on s'est dit, le besoin à la base, plutôt le besoin professionnel, c'est-à-dire en intervention de proximité, on a besoin de réfléchir, c'est quoi le sens des situations complexes, c'est-à-dire des situations qui impliquent plusieurs besoins, hein? Les enfants, les familles en situation de vulnérabilité, il y a vraiment une multidimensionnalité des besoins et aussi de multiples acteurs impliqués bien souvent. C'est pas toujours évident de trouver sa place comme intervenant de proximité. Donc, éclairer le sens des situations, de la pratique et aussi des dynamiques entre tous les acteurs impliqués. C'est quoi les dynamiques? Quelle place on a? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-construit un dispositif de groupe d'analyse de pratique. C'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit, c'est-tu du co-développement? Donc, on dit analyse des pratiques professionnelles. On a co-construit le nôtre. C'est justement pour ça que Christelle voulait que je vienne aujourd'hui vous en parler. Non pas qu'il est exemplaire, c'est celui qu'on a co-construit pour répondre aux besoins ensemble, mais peut-être ça pourrait vous inspirer. Je pense que ça rejoint quelques préoccupations qui ont été nommées jusqu'ici, notamment la parole des enfants, des familles, mais bon, plus sur le plan symbolique, j'y reviendrai. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'analyser en groupe des situations complexes d'intervention. Puis pour la recherche, dans le fond, on a fait des récits d'analyse de situations complexes en groupe à partir desquels on a tiré un portrait du monde social, la pratique d'intervention avec les familles. Donc, un questionnement que je vous partage pour aujourd'hui, comment on compose avec la complexité des situations et de l'intervention de proximité avec les enfants, leurs familles et leurs réseaux, quand il est question justement d'une préoccupation vis-à-vis de la négligence, par exemple. Donc, un des éclairages théoriques qui nous a beaucoup intéressés, justement parce que on se penchait sur la complexité des situations puis de la pratique, c'est celui de la pensée complexe. Il est peut-être un petit peu tard pour parler de ça, mais je vais quand même vous donner quelques repères. Ça fait des ponts. On a entendu beaucoup dans notre groupe, la table 1, on parlait beaucoup de l'importance du partenariat, créer des ponts. C'est pour ça que je dis, il n'y a rien que je vais dire qui est vraiment nouveau, c'est juste dans d'autres mots. Mais la pensée complexe d'Edgar Morin, elle a un projet, celui de reliance sociale. Qu'est-ce que c'est? Elle a vraiment une visée d'enrichir l'action. Comment? Eh bien, c'est en rapprochant les acteurs et leurs perspectives. Donc, autant concrètement,
Donc, on parlait des milieux de proximité, être proche des familles, tout ça, que symboliquement, c'est-à-dire essayer de penser leur façon de penser, entrer dans leur vision du monde. Alors, une pensée complexe va se distinguer parce qu'on va être plus dans une pensée qui distingue et relie, alors que notre réflexe, très souvent, c'est oh, c'est complexe, alors je vais comme séparer les affaires. Attends, là, c'est ça ou c'est ça. Donc, on va avoir tendance à avoir une logique plus linéaire, c'est un petit peu ce qui est à droite. Donc, quand on a une situation complexe, on se dit logique disjonctive, c'est-à-dire c'est ça ou c'est ça, c'est quoi la cause du problème? Alors que ce qu'on tend à faire, c'est plus distinguer des dimensions, distinguer des acteurs, distinguer les perspectives et en tenir compte. Donc, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça et ça et ça, puis dans une logique circulaire. Donc, ça va très bien avec une approche écosystémique. Alors, ce qu'on a fait, on a co-construit le dispositif d'analyse de la pratique et je vais juste vous parler, je ne vais pas revenir sur tout, mais donc les trois grands processus que suivent l'analyse des situations. Ce qu'on fait, c'est qu'il y a tout le temps une ou un intervenant qui présente une situation. On déconstruit le sens initial de la situation. Très souvent, l'intervenant est confronté à un problème, un impasse, une situation qui l'interpelle, qui le rend inconfortable, peu importe. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va tranquillement, justement, distinguer qui est impliqué, quelles sont les perspectives impliquées, tout ça, et on va déconstruire tranquillement ensemble. Ensuite, donc, ce sens-là, naturellement, est un peu plus pauvre et réducteur par rapport à la complexité inhérente à la situation. Ensuite, on va plutôt relier les perspectives impliquées. On travaille beaucoup avec le génogramme et l'écocarte pour ceux qui l'intègrent déjà à leur pratique. On va faire des liens théorie-pratique, mais surtout des liens aussi entre les organismes, les différentes possibilités. Et ce qui était assez original là, dans notre co-construction de notre dispositif, c'est les voix absentes. C'est-à-dire qu'en s'inspirant de Madsen, c'est quelqu'un aux États-Unis qui a dit à chaque fois qu'on fait une concertation clinique, on devrait toujours s'assurer qu'il y ait au moins un intervenant, parce que souvent les concertations cliniques se font en plus en l'absence des personnes concernées. Donc, quand on parle, on fait une discussion clinique, on devrait toujours s'assurer qu'il y ait quelqu'un autour de la table qui représente la perspective présumée de la famille. Donc, il y a une sensibilité, une écoute, puis qui partage cette perspective-là autour de la table. Donc, on s'assure un peu de la conduite éthique, puis de la prise en compte de leur point de vue potentiel, bien sûr. Hein, ça ne remplace pas la participation effective. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'assure, quand il y a un intervenant qui présente une situation, que chacun des acteurs est représenté. Donc, par exemple, quand on est entre intervenants de proximité, on pourrait être tenté de dire mais tout est la faute de la DPJ. Alors, ce ne serait pas vraiment fécond. Alors, ce que ça permet, c'est vraiment, on se met à la place de chacun des acteurs impliqués dans la situation et on tient compte de la multidimensionnalité à la fois des besoins, mais aussi des enjeux invariants de chacun des acteurs impliqués. Et ensuite, on va vers la reconstruction de sens. Donc, on prend pour acquis que reconstruire le sens, en fait, c'est forcément une façon d'ouvrir les possibilités de davantage tenir compte de la complexité. Alors, en co-analysant les situations de cette façon-là, les récits, les données parlantes dont Carla Charité parlait plus tôt, nous ont permis d'identifier que face aux situations complexes, il y a c'est un peu comme si on s'intéresse à un système familial, on va s'intéresser aux règles. Il y a des règles explicites et des règles plus tacites. Mais quand on s'intéresse aux conventions de pratique, c'est un peu ça. On s'intéresse aux règles qui sous-tendent l'organisation de la pratique. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en avait une convention qui était la primauté de l'évaluation diagnostique. Vous allez reconnaître beaucoup ce qui a été dit jusqu'à présent dans la journée et que devant la complexité des situations, ça nous invite tout le monde, hein, tous les acteurs impliqués, même y compris les familles, à hiérarchiser on contribue à une hiérarchisation entre les acteurs du système d'intervention. Ce qu'on remarque, un peu comme Becker quand il a étudié les mondes sociaux de l'art, hein, il y a un peu les arts, les beaux-arts, qui ont beaucoup de prestige, et il y a l'artisanat, donc plus près du monde domestique, très accessible. Donc, c'est beaucoup moins prestigieux, hein, même un peu plus méprisé. Donc, il y a les mondes majeurs et mineurs de l'intervention.
Et on voit que, dans le fond, dans les situations, ce qu'on tend à faire, c'est que dès que c'est complexe, on va valoriser les savoirs et les pratiques qui visent à évaluer les problèmes. Donc, en haut de l'échelle sociale du monde, bien, il y aurait, par exemple, le pédopsychiatre qui évalue. Et ça, c'est pas drôle, hein, parce que toute la responsabilité aussi est sur le poids de dire c'est ça ou c'est ça. Alors, comme on a vu plus tôt, c'est beaucoup plus complexe. Alors, ça tend vers une organisation hiérarchique qui surestime l'évaluation des problèmes au détriment de la réponse aux besoins. C'est pour ça que je dis que je vous apprends rien. Je trouve que ça faisait écho à ce qui avait été dit. Et aussi, une marginalisation des acteurs de proximité au sens où non seulement ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un monde majeur et un monde mineur, mais en plus, il y a une scission entre ces mondes. Ce qui revenait beaucoup dans le groupe, c'est la métaphore de la ficelle cassée, et je vous cite une participante. Je te rejoins complètement dans ton besoin d'être entendu. Tu tires une sonnette d'alarme, mais la ficelle est cassée. Il n'y a personne de l'autre côté. C'est fâchant. Donc, en tant qu'intervenant de proximité, par exemple, il y avait une situation où un jeune de 10 ans fuguait de l'école et de la maison et tout le monde avait été appelé en urgence à se concerter cliniquement, mais on n'avait pas invité à cette rencontre-là un animateur en milieu communautaire qui organisait des activités sportives et qui voyait le garçon à tous les jours. Et ça semblait être le seul endroit où cet enfant se sentait bien. Alors, les acteurs des milieux communautaires en bas de l'échelle sociale sont non seulement peu considérés, mais aussi instrumentalisés dans les systèmes d'intervention. Et je cite une autre participante, je me reconnais dans la position accessoire de l'animateur de l'organisme. Ce que font les organismes communautaires en prévention, ce n'est pas reconnu comme de l'intervention. Les activités d'aide aux devoirs, les activités sportives, le répit, l'aide alimentaire, ça n'a pas de valeur clinique. On nous envoie des enfants et des familles, mais pour comprendre les situations et pour planifier les interventions, on n'est pas invité. Alors, des pistes, des pistes pour l'action. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je voulais juste, en se formant ensemble, nous, ce qu'on a mis en lumière, parce que ça peut être quand même déprimant, là, ce que je viens de vous dire. Donc, qu'à partir des situations complexes, il y a quelques enseignements qu'ont su expliciter les intervenantes. Il y en aurait vraiment plusieurs pour aujourd'hui. Donc, prendre conscience que devant la complexité des situations, comme on le disait, même tout le monde en avait cette tendance d'avoir une vision réductrice et linéaire. Hein? C'est la faute à qui, mais aussi c'est quoi la solution. Donc, quand on porte seul, on s'épuise. Il y a ça aussi, quelque chose d'absolument pas réaliste dans le contexte du travail à tout porter. Et multiplier aussi les évaluations par des experts en occultant les personnes au plus près du quotidien des enfants. Donc, ce qu'on se rendait compte, c'est que les garderies, les organismes communautaires, très souvent, on en faisait fi dans tout ce qui est de la concertation, plan de service, etc. Et que les intervenants de proximité eux-mêmes ont tendance à sous-estimer leur propre savoir, leur propre pratique en tant qu'intervenante de proximité. Merci. Pour l'action, explorer et consolider d'abord ce qui est là et qui marche. Donc, souvent, quand on entendait ça, des fois, c'est comme, ah ben là, il n'y a plus de besoin, on va fermer. Ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, on déclenche aussi des crises parce que quand on cesse un service, ben après, c'est le communautaire qui ramasse aussi. Alors, explorer, consolider d'abord ce qui est là et qui marche. Puis, je dis ça parce que les intervenantes, même qui travaillent dans le milieu communautaire, ont tendance aussi, c'est pas, il n'y a pas de faute là, d'attribuer, c'est une dynamique à laquelle on participe tous. Donc, mobiliser autant nos habiletés professionnelles pour intervenir avec les familles que pour collaborer avec les autres acteurs impliqués dans leur vie. Donc, c'est une des participantes qui a souligné ça. Et je voulais vous laisser avec une question réflexive. Donc, personnellement, professionnellement, politiquement, négligeons-nous les savoirs et la pratique des acteurs au plus près du quotidien des enfants et de la réponse à leurs besoins, des enfants et leurs familles, bien sûr. Alors, voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle fin de journée.